Dans le cours de l'histoire, Salim Lamrani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous réfléchissons à ce blocus des États-Unis sur Cuba. Et pour bien comprendre cette idée de blocus, on vient de renverser Batista. Là, ça y est, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire cubaine. Alors, vraiment, toute fin des années 1950. Est-ce que pour les États-Unis, pourtant très très liés à Cuba, déjà l'idée d'un embargo est possible? Est-ce que dès le moment où l'on voit apparaître cette figure de Fidel Castro, pour les États-Unis, ce n'est pas possible? Alors, il faut savoir que les États-Unis se sont opposés au mouvement 26 juillet de Fidel Castro dès le départ. Ils ont soutenu le régime militaire de Batista jusqu'aux ultimes instants de son existence. Un exemple bien précis, le 23 décembre 1958, c'est-à-dire une semaine avant l'avènement de la révolution cubaine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, Alan Dulles, directeur de la CIA, dit textuellement « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». À l'époque, il n'y avait pas d'alliance avec les communistes. Et donc, le conflit actuel entre les États-Unis et Cuba ne peut pas s'expliquer uniquement par le cadre de la guerre froide. Les États-Unis voyaient dans Fidel Castro et les autres dirigeants des rebelles latino-américains qui souhaitaient s'émanciper de la tutelle états-unienne. Il faut savoir que les États-Unis ont régné sur Cuba depuis 1898 et l'imposition du fameux amendement Platt, qui a duré jusqu'en 1934, rappelons-le, durant les deux guerres d'indépendance, 1868-1878, les États-Unis se sont opposés au mouvement indépendantiste cubain de Carlos Manuel de Céspedes, ont soutenu l'Espagne jusqu'aux ultimes instants, et lors de la seconde guerre d'indépendance de 1895, alors que les Cubains avaient vaincu l'Espagne sur le champ de bataille, les États-Unis décident d'intervenir en 1898, justement pour empêcher l'avènement d'une république indépendante. Et les archives sont aujourd'hui déclassifiées sur cette période et permettent de faire la lumière sur les véritables objectifs qu'avaient les États-Unis. Il faut savoir que, en raison de sa position géostratégique, les États-Unis ont toujours voulu intégrer Cuba à l'Union américaine. Thomas Jefferson en parlait dès 1805, lorsqu'il disait que Cuba serait l'addition parfaite à notre système d'union. Quelques années plus tard, en 1823, le secrétaire d'État John Quincy Adams, qui deviendrait plus tard président des États-Unis, avait élaboré la fameuse théorie du fruit mûr, et il expliquait qu'au fil du temps, en raison de la proximité géographique de Cuba, en raison du développement des relations économiques, tôt ou tard, Cuba tomberait dans l'escarcelle états-unienne tel un fruit mûr. Il avait expliqué les lois de... Il disait qu'il existait les lois de gravitation physique, que l'on connaît tous, mais il expliquait justement qu'il y avait également les lois de gravitation économique. Et en 1898, le fruit cubain est arrivé à maturité et est tombé dans l'escarcelle états-unienne. Et les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, surtout durant les 3 premières décennies du XXe siècle, régneraient sur Cuba et en contrôleraient les destinées. C'est ce qui a expliqué l'avènement de la révolution cubaine de 1959. C'est le profond désir de la population cubaine, du peuple cubain, à obtenir son droit inaliénable à l'indépendance. Salim Lamrani, dans cette histoire cubaine d'embargo, on vient d'évoquer les dates, il faut peut-être évoquer aussi le vocabulaire, parce que embargo, c'est lourd de sens, mais il y a d'autres mots. On a parlé, avec des émissions à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, sur le blocus continental au temps de Napoléon, sur le blocus imposé à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ici on ne parle pas de blocus ? Alors il faut savoir que les Nations Unies évoquent le terme de blocus. En réalité, il ne s'agit pas d'un simple embargo, puisque les sanctions économiques que les États-Unis imposent à Cuba depuis juillet 1960 ont un caractère extraterritorial. On pourra en dire un mot un peu plus tard, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tous les pays du monde, y compris la France. Un exemple précis avec la loi Torricelli de 92, si un bateau français transporte de la marchandise aujourd'hui à Cuba, il se voit interdire l'entrée dans un port états-unien durant les 180 jours suivants.
Donc, en réalité, l'impact qu'ont les sanctions économiques sur le développement du commerce international de Cuba avec les autres pays du monde font qu'il s'agit de bien plus qu'un embargo. Il est intéressant de rappeler, si vous me permettez une brève perspective historique, lorsque, au départ, les Cubains, l'un des premiers voyages qu'a effectué Fidel Castro, ça a été aux États-Unis, en avril 1959. Et les Cubains, le gouvernement révolutionnaire a exprimé qu'il souhaitait maintenir des relations cordiales avec le puissant voisin. Simplement, il voulait qu'elles soient plus équilibrées, moins asymétriques, moins subordonnées. Mais l'administration Eisenhower ne l'entendait pas de cette oreille et a pris la décision dès avril 1960 de renverser le gouvernement cubain par deux biais. Le premier, ça a été les sanctions économiques imposées en juillet 1960, et le second, ça a été le financement d'une opposition interne à Cuba. Et il est intéressant de noter que la rhétorique diplomatique utilisée par Washington pour justifier l'imposition des sanctions économiques à Cuba a fluctué au fil du temps. Lorsque l'administration Eisenhower impose les premières sanctions économiques en juillet 60, il explique que c'est en raison du processus de nationalisation opéré notamment depuis la réforme agraire de mai 59 et du fait que les autorités gouvernementales cubaines n'avaient pas indemnisé à leur juste valeur les propriétés nationalisées. Or, en réalité, le gouvernement révolutionnaire, pour proposer les indemnisations, pas simplement aux intérêts états-uniens, mais à la France, à l'Espagne, au Canada, à l'Angleterre, s'était basé sur les déclarations fiscales de ces mêmes entreprises. Or, celles-ci étaient notoirement sous-évaluées, notamment pour évader le fisc. Ensuite, lorsque Kennedy impose les sanctions économiques totales en février 62, il justifie cette mesure par l'alliance avec l'Union soviétique. Là encore, les archives démontrent que les États-Unis ont tout fait pour que La Havane se rapproche de l'Union soviétique. Il s'agit d'un rapprochement de circonstances. Au départ, les Cubains souhaitaient maintenir de bonnes relations avec les États-Unis et ont tenté de développer de bonnes relations commerciales et diplomatiques avec les pays de l'Europe occidentale. Néanmoins, les États-Unis ont fait pression sur l'Europe occidentale afin que la seule porte de sortie pour les Cubains soit le bloc de l'Est. Alan Dulles le dit également dans un autre mémorandum. Au fil du temps, je le cite de mémoire, je le paraphrase, au fil du temps, La Havane se rapprochera de Moscou et cela sera un développement favorable pour nous. Pourquoi ? Parce que cela permettrait aux États-Unis d'imposer des sanctions à Cuba et de justifier ces sanctions par l'alliance avec l'Union soviétique. Ensuite, dans les années 70-80, nouvelle évolution de la rhétorique pour justifier le maintien de mesures de rétorsion économique. Il ne s'agissait plus des nationalisations, il ne s'agissait plus de l'alliance avec l'Union soviétique, mais de l'aide apportée par Cuba aux mouvements indépendantistes et révolutionnaires, notamment en Amérique latine et en Afrique. Ensuite, en 89, chute du mur de Berlin. 2 années plus tard, l'Union soviétique disparaît. Si la rhétorique diplomatique états-unienne avait eu un quelconque fondement, normalement, les États-Unis auraient dû normaliser les relations avec Cuba à partir de 1991. Or, qu'a fait Washington ? En 1992, le gouvernement Bush a procédé à une recrudescence des sanctions économiques avec l'adoption de cette fameuse loi Torricelli, qui revendique ouvertement l'objectif de ces sanctions. Parce qu'il faut savoir que de 1960 à 1991, les États-Unis n'ont jamais officiellement affirmé que leur objectif était un changement de régime à Cuba. Or, depuis l'adoption de 1992, c'est un objectif qui est devenu public. Les États-Unis revendiquent leur volonté de procéder à un changement de régime à Cuba, notamment par le biais de sanctions économiques qui sont à la fois... Alors, la loi Torricelli est une aberration juridique parce qu'elle est extraterritoriale. Il existe un principe fondamental du droit international public qui stipule qu'une loi nationale ne peut pas être extraterritoriale. La loi française ne peut pas s'appliquer à l'Allemagne. La loi espagnole ne peut pas s'appliquer en Italie. Or, la législation états-unienne sur les sanctions économiques, notamment la loi Torricelli, s'applique à tous les pays du monde, notamment cet aspect d'interdire
pour toute embarcation étrangère qui accosterait dans un port cubain, l'entrée dans un port états-unien durant les 6 mois suivants. L'objectif évident est bien entendu de couper le commerce international de Cuba avec le reste du monde. Cuba est une île, donc elle est par définition tributaire du transport maritime, et l'objectif, c'est celui-là. Et depuis cette date, les sanctions n'ont cessé d'être renforcées. Et il est intéressant de noter que souvent, ce sont les administrations démocrates qui ont imposé les sanctions les plus sévères. On a noté qu'il s'agit c'est Kennedy qui a imposé les sanctions économiques totales. Kennedy qui était un libéral, au sens états-unien du terme, c'est-à-dire un progressiste. C'est lui qui a imposé les sanctions économiques. L'une des lois les plus controversées est la loi Helms-Burton, qui a été imposée par l'administration Clinton en 96, qui est une double aberration juridique, puisqu'elle est à la fois extraterritoriale, comme la loi Torricelli, mais elle est également rétroactive. Que stipule la loi Helms-Burton, qui est en vigueur jusqu'à ce jour, hein. Elle a d'ailleurs été appliquée avec plus de sévérité par l'administration Trump. Elle stipule que toute entreprise étrangère qui investirait à Cuba sur des propriétés qui ont été nationalisées dans les années 60 pourrait être traduite en justice devant les tribunaux américains. Donc, loi extraterritoriale qui s'applique à tous les pays du monde, mais elle est également juridiquement aberrante parce qu'elle est rétroactive. C'est une loi de 96 qui s'applique pour des faits survenus dans les années 60. Pardon, je vous ai pas entendu. Alors, Salim Lamrani, parce que je précise, vous êtes à La Réunion, vous êtes maître de conférence en civilisation hispano-américaine à l'Université de La Réunion, et sur le temps long, vous nous avez bien montré que il y a une rivalité, ou en tout cas que l'histoire des relations entre Cuba et les États-Unis ne peut pas se comprendre juste sur le temps de la guerre froide. C'est pas du tout comme ça qu'on doit le saisir. Mais malgré tout, dans ces années 1960, il y a le débarquement de la baie des Cochons en 1961, il y a la crise des missiles en 1962. On a des éléments factuels de cette opposition. C'est ça. Il est une anecdote qui permet de comprendre l'avènement de 1959. En 1920, le président états-unien Woodrow Wilson décide d'envoyer un représentant spécial à Cuba, Enoch Crowder, sans en avertir le président cubain de l'époque, Manuel García Menocal. Lorsque Menocal découvre que un envoyé spécial du président Wilson est sur le point de débarquer dans l'île, il envoie une missive diplomatique écrite à son homologue états-unien pour exprimer sa surprise et dire qu'il aurait bien aimé avoir été informé en amont. Quelle a été la réponse du président Wilson, réponse écrite, je le cite de mémoire: le président des États-Unis n'a pas besoin de l'autorisation du président de Cuba pour envoyer un représentant spécial dans l'île. Fin de citation. Donc, telle était la réalité de la Cuba pré-révolutionnaire, où les États-Unis ne concevaient que des relations de leaders à subordonnés avec les pays du Sud, et c'est quelque chose qui a marqué profondément la mémoire collective des Cubains, où ils voyaient que le premier magistrat de la nation pouvait être humilié de la sorte par le puissant voisin, alors que depuis le congrès de Westphalie de 1748, on reconnaît d'un point de vue juridique l'égalité souveraine entre les États. Et c'est ce qui explique l'avènement de la révolution de 1959, l'aspiration des Cubains d'abord et avant tout à la pleine indépendance. Mais malgré tout, il y a ce... Salim Lamrani, vous nous avez bien dit que les mesures prises par les États-Unis dépassent le simple cadre d'une relation entre deux pays, parce que c'est vrai que très vite Cuba regarde vers l'URSS, mais on dit ils vont s'approvisionner ailleurs, ou pourquoi pas ils vont s'approvisionner par un pays tiers. Voilà, et puis qui va acheter les produits aux États-Unis. Comment vont faire les États-Unis pour vraiment imposer un embargo complet et dur ? Alors tout simplement en sanctionnant les pays étrangers qui ont des relations commerciales avec Cuba. Aujourd'hui, de quelle manière ils s'appliquent ? Vous avez toute une composante extraterritoriale qui est une réalité. Par exemple, je le disais, les Cubains ne peuvent acheter aucun produit étranger. Les Cubains ne peuvent rien acheter aux États-Unis, hormis des matières premières alimentaires. En payant avec des conditions spécifiques bien précises. Il faut payer en avance dans une autre monnaie que le dollar pour pouvoir acquérir, depuis les années 2000, des matières premières alimentaires. Il faut rappeler que
Cuba, les États-Unis sont le marché naturel de Cuba pour des raisons historiques et géographiques. En 1959, vous avez 67% des exportations qui vont vers les États-Unis et 73% des importations de Cuba qui proviennent des États-Unis. Les sanctions économiques imposées totales en 62 mettent un terme à tout cela. Aujourd'hui, les sanctions économiques coûtent à Cuba 15 millions de dollars par jour. Prenons un exemple bien précis. Alors, ceux qui ont pris les compagnies cubaines voient que la flotte d'avions cubains est assez obsolète, mais Cuba ne peut pas acheter d'avions Boeing parce qu'ils sont américains, mais Cuba ne peut pas acquérir des avions Airbus parce que les avions Airbus, qui est une entreprise européenne, contiennent plus de 10% de composants états-uniens. Donc, voilà la réalité des sanctions économiques. Un autre exemple bien précis, si demain Mercedes-Benz ou BMW souhaitent exporter ces voitures vers le marché états-unien, qui est le premier marché mondial, Mercedes-Benz et BMW doivent démontrer au département du Trésor que leurs voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Cuba ne peut pas vendre son nickel aux États-Unis, mais ne pourra pas le vendre à l'Allemagne, au Japon ou à la Corée du Sud. Si demain Danone souhaite exporter ses yaourts aux États-Unis, Danone doit démontrer au département du Trésor que ces yaourts ne contiennent pas un seul gramme de sucre cubain. Telle est la réalité extraterritoriale des sanctions. De la même manière, Cuba ne peut pas utiliser le dollar dans ses transactions internationales. BNP Paribas, sous l'administration Obama, ce n'était même pas sous l'administration Bush, a été sanctionné, je le rappelle, d'une amende de 7,2 milliards de dollars, milliards et non pas millions, pour avoir entretenu entre autres des relations financières en dollars avec Cuba. BNP Paribas n'a pas violé la législation française, BNP Paribas n'a pas violé le droit européen, BNP Paribas n'a pas violé la législation internationale, mais les États-Unis ont unilatéralement et arbitrairement imposé une amende à BNP Paribas qui a dû s'en acquitter. Salim Lamrani, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire oui, enfin attention, Cuba continue de commercer avec le monde, en gros, que ce blocus-là, c'est bien intéressant pour le régime castriste, parce que Fidel Castro va dire mais si c'est difficile, c'est à cause des États-Unis, c'est à cause du blocus. Vous imaginez bien que si telle était la réalité, vous n'auriez pas depuis 1992 chaque année aux Nations Unies près de 180 pays au monde, y compris les alliés les plus fidèles des États-Unis, qui votent contre les sanctions économiques. La résolution la plus votée dans l'histoire des Nations Unies est la résolution que présente Cuba chaque année. Les sanctions économiques constituent le principal obstacle au développement du pays. Elles n'expliquent pas tous les problèmes auxquels est confronté Cuba, mais vous imaginez 15 millions de dollars par jour, les problèmes et les difficultés matérielles que vous pourriez résoudre à Cuba. Il ne faut pas sous-estimer la capacité technique des États-Unis à faire du mal aux autres, notamment à ses adversaires. D'ailleurs, si ce n'était qu'un prétexte, les États-Unis auraient levé ces sanctions depuis bien longtemps parce qu'elles ont un coût politique pour les États-Unis. La politique de sanctions de Washington est unanimement condamnée par la communauté internationale. Elle est unanimement condamnée en Amérique latine. Le seul pays du continent américain, du Canada jusqu'à l'Argentine, à ne pas avoir de relations commerciales et diplomatiques normales avec Cuba, ce sont les États-Unis. Et vu que dans les années 60-70, Cuba était isolé sur le continent américain, aujourd'hui, c'est la politique des États-Unis qui est isolée sur le continent. Salim Lamrani, ce va-et-vient, on pourrait l'appliquer également à la politique des États-Unis, parce que l'embargo est parfois sévère, parfois c'est un peu plus léger, c'est le cas sous Obama, et puis après ça redevient dur. En fait, c'est une politique, alors vous l'avez bien dit, avec un caractère extraterritorial, mais aussi à géométrie variable. Effectivement, alors à partir des années 90, la rhétorique a de nouveau évolué pour justifier les sanctions. Ce n'était plus l'alliance avec l'Union soviétique, c'était la question de la démocratie et des droits de l'homme, qui est l'argument principal évoqué à ce jour. Il convient de rappeler que, hormis la seconde administration Obama, c'est-à-dire celle qui a proposé un rapprochement, un modus vivendi avec Cuba, toutes les autres administrations ont continué à imposer des sanctions.
Pour ce qui est de la communauté cubaine des États-Unis, il y a une évolution dans sa composition. Aujourd'hui, si dans les années 60, 70, 80, elle était majoritairement, jusqu'à l'exode de Mariel, majoritairement composée d'exilés politiques, aujourd'hui, la majorité des Cubains des États-Unis sont des émigrés économiques qui aspirent à entretenir des relations normales et apaisées avec leur patrie d'origine. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en 2004, lorsque l'administration Bush a imposé des nouvelles sanctions à Cuba, il avait notamment limité les voyages de la communauté cubaine des États-Unis dans l'île à 14 jours tous les 3 ans. Il avait également limité le montant des remessas, des transferts d'argent que pouvaient envoyer les Cubains des États-Unis et qui constituent aujourd'hui la seconde source de revenus de Cuba. Pour quelle raison l'administration Bush fils avait imposé ces sanctions ? Double raison. Première raison économique, les remessas constituent un apport substantiel à l'économie cubaine, deuxième source de revenus. Et deuxième raison, pourquoi limiter à 2 semaines tous les 3 ans les possibilités de voyage ? Tout simplement, ça c'était des raisons politiques, tout simplement parce que avant mai 2004, et c'est encore le cas aujourd'hui après 2009, puisqu'Obama a levé ses sanctions, la communauté des États-Unis qui se rendait le plus souvent dans son pays d'origine était la communauté cubaine, bien plus que les Mexicains. On imagine, ce qui démontrait en réalité que la majorité de la communauté cubaine des États-Unis était une communauté d'émigrés économiques. Car on imagine mal un exilé politique rentrer 2 fois par an dans son pays d'origine. On imagine mal un exilé politique chilien sous Pinochet rentrer chaque année au Chili. Ou un exilé argentin sous la dictature des militaires rentrer chaque année dans son pays. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Bush avait imposé ces restrictions. Dernier point, il est vrai que depuis 1996, le Congrès dispose de certaines prérogatives pour lever les sanctions. En réalité, le pouvoir exécutif, aujourd'hui, le président Biden, par exemple, dispose de toutes les prérogatives pour démanteler 90% des sanctions économiques imposées à Cuba sans avoir à passer par le Congrès. Il est simplement 4 ou 5 aspects qu'il ne peut toucher sans l'aval du Congrès, comme par exemple autoriser le tourisme ordinaire à Cuba.